Les grands entretiens. Un podcast by Né. Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs. Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leurs visions. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. C'est un parfumeur très discret. Il a pourtant créé pour Guerlain, Christian Dior, Hugo Boss ou encore le Labo, avec le fameux Santal 33, immense succès de la parfumerie de niche. Le parfum que l'on sent partout, dixit le New York Times en 2015. Né en Allemagne, Frank Volkel a étudié à Paris et depuis 25 ans, ce globetrotter formule à New York pour des marchés aussi variés que l'Europe, l'Amérique du Sud ou encore la Chine. Nous l'avons rencontré au siège parisien de DSM Firmenich, au cœur d'une semaine intense. Pour preuve, lors de notre arrivée, le créateur était plongé dans une séance d'évaluation à la veille d'un rendez-vous avec un client de la maison de composition. Tu as amené les modes, Delphine ? Oui. Ouais. Alors, je te propose, on ressent le test avec les nouvelles modes et puis la dernière mode gardée par le client. Delphine Trouillet, évaluatrice, fait le lien entre les souhaits du client et les propositions du parfumeur. Les modes, ce sont des modifications, c'est-à-dire des versions différentes du projet en cours. Ce jour-là, un parfum masculin. Donc là, on cherche le plus boisé, performant, diffusif. Le 50, moi j'aimais bien aussi en départ parce qu'il y avait tout ce côté gingembre très fusant. Et en même temps, il y a le boisé ambré qui donne beaucoup de verticalité à la note. Hop, je trempe le dernier. Et on se fait la main. Hop, un joli petit éventail. Hop. L'évaluation commence avec la main ou l'éventail, composé d'une mouillette pour chaque version du projet. Elles sont comparées au bench, une composition de référence autour de laquelle s'articule la séance d'évaluation. Ouais. Enfin, le seul que je garde aussi, que tu n'avais pas gardé, c'est le 51. Ok. On met ça sur peau alors, du Oui. coup ? Ok. Donc, 51. Le grand moment de réalité qui arrive sur la peau. Donc sur peau, on met le 5, Ouais. le 53, Ouais. le 50, le 51. On a assez de place. Oui, on a deux bras. Tac. Ça y est, on a sprayé sur peau. On a mis les benches sur les mains. Super. Merci. Alors, on a 3 et 3, hein ? Ouais. Oui. Ah oui, c'est le bench, là. Bon, le bench, il est très sucré. On n'a pas envie d'être sucré comme ça. Moi, j'en ai un qui est sur peau. Ça détache bien. Je te laisse parler. Vas-y. Moi, il y en a un qui se détachait. C'est le violet. Ouais. Je trouve Moi ça aussi. Ouais. très impactant, très puissant. Je trouvais qu'on se défendait plutôt pas Je suis mal. d'accord. Et mon deuxième, c'était le vert, là-haut. Ah, ok. Où j'aimais bien le fusant pétillant. J'aimais bien celui-là aussi. Tu vois, l'orange, Ok, là. C'est clairement celui-là. Je suis Oui. d'accord. Hein, le Ça, violet, là, c'est bon. J'ai l'impression qu'au fait, le haut, il est plus bright, il est plus fusant. Et l'autre, il a un peu plus de corps. Je sais pas. Peut-être. Ok. On décode ? Oui. Alors, le violet, c'était donc le 53. Ah oui, ok. Le rose qu'on n'a pas pris, c'était le 5. Ok, on a dépassé, super. Ouais, donc mais ça, je suis c'est content. super. Ouais. Et de l'autre côté, le vert, c'est le 51. Et le orange, du coup, c'est le 50. Donc on Donc, a on inversé a fait- nos impressions de mouillettes. Parce que sur Mouillette, c'était l'inverse. Ouais, Tu préférais c'est ça. l'autre et je Ouais. préférais l'autre. Ouais. Ok. En tout cas, je pense que ça vaut le coup de garder les deux, du coup. Hein. Oui, Bon, on c'est est de là d'accord sur le 53 et puis on garde ces deux-là. Je vais regarder, peut-être il y a un truc à faire à entre faire les peut-être deux. entre les ouais. deux pour maximiser Ok. Pas mal. les essais. On avance. Merci. Merci, Delphine. À plus tard. C'est comme ça un peu que ça se passe tous les jours ici. On fait des évaluations ensemble avec les évaluatrices. Donc là, on était avec Delphine sur un grand projet masculin qu'on travaille depuis pas mal de temps. Donc on a reçu les commentaires du client et puis on essaye d'avancer dans le sens voilà, qu'on respecte un peu les souhaits des clients. Parce que là, on se rencontre à Paris, dans les locaux de DSM Firmenich,
Mais normalement, vous n'êtes pas parisien, normalement, vous êtes new-yorkais. Exactement, voilà. Ça fait quand même 25 ans à peu près que je suis à New York. Donc oui, on peut dire que je suis un peu new-yorkais aujourd'hui, c'est clair. Et je suis très content d'être là. Mais c'est vrai que voilà, au fait, je travaille avec les équipes dans le monde entier, notamment beaucoup avec les équipes ici à Paris, parce que nos plus grands clients sont quand même aussi ici. Donc voilà, j'ai pas souvent l'occasion de venir, mais là, ça tombe bien parce qu'on est dans une grande phase décisive sur un projet. Donc ça fait beaucoup de sens que je sois là pour faire avancer notre parfum. On a quand même bien appris tout au long de ces dernières années à communiquer justement par Teams et d'autres applications. Et c'est très très bien, mais honnêtement, je crois beaucoup dans le contact direct humain. Il y a vraiment franchement rien qui remplace ça. Donc c'est important aussi de se voir en face, d'être dans la même salle, de sentir ensemble sur peau, comme on vient de le faire. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc là, Franck, on est à Paris et je crois que c'est une ville que vous connaissez particulièrement bien. Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi? Oui. J'étais ici en tant qu'adolescent. J'ai habité ici avec ma famille. Mon père, il était diplomate, donc il a travaillé ici à l'ambassade allemande, parce qu'au fait, je suis allemand à l'origine. Et donc, j'ai eu l'occasion de vivre ici 4 ans. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert un peu le parfum, parce que quand même, à Paris, il y a pratiquement personne qui sort de chez lui sans se parfumer. C'est une chose magnifique et on le retrouve toujours. Quand vous étiez enfant et adolescent, votre univers olfactif, Oui, à quoi il ressemble et voilà, qu'est-ce qu'on sent autour de vous? Bonne question. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une sensibilité olfactive. Dans le sens, bien sûr, je sens pas mieux que d'autres. Voilà, j'ai le même nez qu'on a nous tous. Donc c'est pas ça, mais c'est plutôt la conscience, au fait. C'est-à-dire que la prise de conscience des odeurs autour de moi. Par exemple, je m'amusais à un moment donné, quand je commençais à m'intéresser au parfum, d'essayer de reconnaître le parfum que portait ma mère. Et c'était assez intéressant parce que je me suis ensuite rendu compte beaucoup plus tard qu'elle aimait les chypres. Donc tous ces parfums, c'était des chypres. Il y avait Jolie Madame, il y avait Givenchy 3, Cabochard. C'était vraiment, il y avait que des chypres. Donc elle aime le patchouli, on le sait aujourd'hui. Mais je ne le savais pas à l'époque. Et puis après, j'avais aussi des expériences un peu d'enfance, être dans la nature, être sur la ferme de mon oncle. Voilà, j'ai eu des moments où c'était pas toujours des bonnes odeurs, c'était parfois des mauvaises odeurs, mais vraiment j'étais très sensible à ça. Donc j'étais toujours un peu avec le nez alerté quand je me baladais dans le métro ou dans les rues parisiennes. Donc juste avant l'ISIPCA, il y a eu 2 années de chimie à Bonn, hein, c'est ça? Oui. C'est ça, ouais. L'ISIPCA, on peut quand même le dire, c'est grâce à c'est un prêtre, c'est ça? Oui, voilà, parce que mon père, il était très religieux et donc il fallait aller à l'église. Et donc il y avait au fait, à la rue Spontini, à Paris, il y avait la paroisse allemande. Donc, et ce prêtre, c'était quelqu'un très ouvert d'esprit, très, on va dire, très mondain. Quelque part, il savait un peu tout, il avait beaucoup de connexions autour de lui. Donc c'est lui, au fait, qui m'a dit, voilà, Franck, si tu t'intéresses au parfum, à la parfumerie, tu devrais voir cette école parce que je crois que voilà, ils enseignent des métiers dans la parfumerie. Et c'est ça qui a fait le déclic. Et quand vous entrez à l'ISIPCA, est-ce que vous savez déjà que vous allez devenir parfumeur ou est-ce que vous hésitez encore? Il y a beaucoup de métiers dans le parfum. Oui, c'est vrai, mais honnêtement, moi, c'était tout de suite, c'était ça. C'était vraiment, bien sûr, j'ai aussi appris qu'il y a le métier d'évaluation. À l'ISIPCA aussi, on enseignait des métiers sur la cosmétique, les arômes alimentaires, mais pour moi, c'était très clair que je voulais faire parfumerie et spécifiquement la parfumerie fine. Ça a été vraiment mon but ultime. Est-ce que vous vous souvenez de certains professeurs en particulier à l'ISIPCA?
Oui, au fait, j'ai eu la chance de rencontrer Edmond Rudicka, qui est venu faire une intervention. Il y avait Monsieur Charian, il y avait aussi ma collègue maintenant Sophie Labbé, il y avait Isabelle Doyen qui enseignait le cours d'olfaction, il y avait un professeur belge qui faisait un peu la parfumerie fonctionnelle, Monsieur Slagmulder. Donc il y a plein de bonnes mémoires. Il y avait aussi Monsieur Caspar qui enseignait la chimiste, et j'avoue que c'était pas le préféré. Mais en tout cas, il y a plein de bonnes mémoires qui reviennent là. Donc l'ISIPCA s'achève par un stage de fin d'études. Et là, vous partez à Holzminden. Oui, alors là, c'était assez exceptionnel parce que, bon, vous allez dire, je suis allemand et je vais dans un endroit en Allemagne, mais je venais plutôt des grandes villes. Donc arriver à Holzminden, c'était quelque part une aventure, parce que je sais pas si vous réalisez, mais à Holzminden, c'est vraiment un peu au milieu de nulle part. C'est-à-dire, il y a 1 heure à faire pour l'autoroute la plus proche. On traverse la forêt, les montagnes, enfin bref, on est vraiment au fin fond de la nature avant d'arriver à Holzminden. Mais en même temps, c'était un endroit aussi qui était calme, certainement un peu loin du business et des clients, mais pour un jeune parfumeur, c'était quand même un bel environnement pour vraiment apprendre le métier, étudier les matières premières. Et bon, j'étais le premier Allemand à l'ISIPCA à l'époque. Ça, c'était aussi quelque chose qui a intéressé Arman et Reimer à l'époque. Donc, ils étaient tout contents qu'il y avait un Allemand qui ait intégré l'ISIPCA. Donc, ils m'ont proposé le stage et donc j'y suis allé. Et j'ai même commencé à travailler chez Arman et Reimer à l'époque. À l'époque, vous avez un premier mentor qui s'appelle Arturetto Landi. Oui, Arturetto Landi. Alors, qui est ce monsieur? C'est un grand personnage. Et déjà, il est italien. Alors, imaginez un Italien à Holzminden. Hein, c'est déjà, voilà. Il était déjà quelqu'un de plutôt exotique dans cet environnement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient, qui venaient de Holzminden ou de la région, majoritairement des Allemands, bien sûr. Donc, Arturetto Landi était certainement, ou il est toujours, quelqu'un de plutôt excentrique, qui se focalisait sur la parfumerie fine, alors que la majorité du business à Holzminden était plutôt sur le consumer fragrance. Donc du coup, c'était parfait pour moi qui voulais faire de la parfumerie fine. Et il m'a appris beaucoup de choses. Hein. Il m'a fait faire, au fait, en tant que jeune parfumeur, on commence à étudier les structures des grands classiques, par exemple. Diorissimo, un Opium, un Shalimar, enfin toutes ces grandes structures de famille olfactive. On les étudiait ensemble et puis après, je commençais à participer sur des petits projets avec lui. Donc c'était vraiment génial, c'était super. Au niveau créatif, qu'est-ce qu'il vous a transmis et que vous utilisez encore aujourd'hui? Lui, il m'a déjà beaucoup appris sur le business, la communication, les relations avec les clients, comment gagner la confiance des clients, etc. Après, il m'a beaucoup appris aussi sur comment étudier des chromatos, parce que on fait des analyses aussi des parfums de marché existants, comment on peut les étudier, comment on peut aussi simuler des effets dans les parfums existants. Et il avait un style qui était quand même très complexe. Donc j'ai commencé à formuler mes formules un peu dans le même genre, très complexe, jusqu'à ce que j'ai rencontré mon deuxième mentor. Et alors là, ça a tout changé. Est-ce qu'on peut parler justement de ce deuxième mentor? Et on est en quelle année à peu près à ce moment-là? Alors là, on est en 1999 à peu près. Donc là, c'est l'époque où vous partez chez Dragocco. Chez Dragocco, exactement. Et donc Dragocco à New York, j'étais déjà... En fait, donc, pour finir l'histoire sur Holzminden, donc je suis resté 3 ans et demi là-bas. Je leur ai dit, écoutez, merci, je suis ravi d'être chez Arman et Reimer, mais je ne me vois pas rester toute ma
ma vie, ma carrière à Holzminden. Ils m'ont écouté, donc ils ont respecté cela. Surtout que ma femme, elle était polynésienne, elle est polynésienne, donc encore plus exotique à Holzminden. Mais en tout cas, ils m'ont donné cette opportunité de partir aux États-Unis. Donc je suis parti avec Herman Reimer aux États-Unis. Et de là, je suis parti chez Dragoco. Dragoco, c'était vraiment intéressant. J'ai rencontré Maurice Roussel, grand mentor, grande personnalité, évidemment en parfumerie. Je crois qu'il y a peu de gens qui ne connaissent pas Maurice Roussel. Et c'était aussi, comme Arturetto d'ailleurs, un mentor très généreux. Et il faut dire que parmi les parfumeurs, il y en a qui sont plus généreux dans la transmission que d'autres. Il y a des parfumeurs qui sont un peu plus dans leur monde à eux et que voilà, ils ont peut-être un peu moins la capacité de transmission. Mais j'ai vraiment eu la chance, aussi bien avec Arturetto que Maurice, d'avoir des gens qui étaient vraiment prêts à transmettre. Par contre, quand Maurice commençait à voir mes premières formules, il venait avec son crayon, son stylo, il me enlevait la moitié de ce qu'il y avait dans ma formule. Donc, parce que lui, il est connu pour avoir une écriture exactement, c'était presque l'opposé de ce que j'avais appris avec Arturetto. Donc j'ai dû réapprendre un petit peu la parfumerie, enfin une façon de formuler en tout cas qui était l'opposé, mais c'était super intéressant. Et finalement, ça m'a plu. Ça m'a plu et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, peut-être je me situe un peu entre un Arturetto et Maurice, mais plutôt, je dirais quand même, les formules courtes, ça me plaît bien. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on se fait corriger de manière aussi... Ça fait bizarre, hein, dans un premier moment, c'est sûr, hein, parce que j'étais presque choqué. Imaginez, vous avez une formule avec, je sais pas, moi, 55, 60 ingrédients. Donc, moi, aujourd'hui, je considère ça une formule assez longue. Et puis, il y a quelqu'un qui passe avec son stylo, il vous enlève la moitié de la formule. Et il dit, voilà, maintenant, on va ressentir ça et on va voir si vraiment tout ce on vient d'enlever, est-ce que ça manque vraiment? Et au fait, ce qui m'a appris, et je trouve ça extrêmement précieux, Maurice, c'est d'étudier la valeur que rajoute chaque ingrédient, je dirais même la raison d'être de chaque ingrédient dans la formule. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Aujourd'hui, je m'interroge toujours, même quand je reprends une formule d'un collègue, parce qu'on fait aussi de la collaboration, je m'interroge, est-ce que chaque ingrédient dans ma formule, il est vraiment justifié? Est-ce qu'il est au bon niveau déjà? Mais surtout, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce qu'il joue un rôle ou non? Et ça, c'est clairement Maurice qui me l'a appris. Là, on est à l'aube des années 2000. À quoi ressemblent vos premières créations? Ouais, alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans le parcours d'un parfumeur, je pense que quelque part, la chose la plus importante, c'est de gagner confiance en soi-même et en son travail. Et je pense que justement, ces années autour de 2000, donc voilà, j'avais déjà quand même 10 ans ou plus de métier. C'est là qu'on commence c'est là qu'on commence à gagner un peu en confiance. C'est-à-dire que ce qui se passe par les expérimentations qu'on fait, par les différents chemins qu'on essaye, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des choses qui plaisent et qui ensuite deviennent des parfums sur le marché et qui plaisent en plus aux consommateurs. Et ça donne confiance. C'est-à-dire, il y a une confirmation. Voilà, j'ai recherché à faire une note fraîche très très verte. À l'époque, c'était les Reaction de Kenneth Cole. C'était un peu aux États-Unis. C'était voilà, pendant quelques années, c'était quand même au marché masculin une note voilà qui plaisait beaucoup, qui avait du succès, qui a au départ été vraiment très très verte. Et j'adore les notes vertes, j'avoue. On avait présenté ça aux clients et ils me disent ça s'appelait Electric Green. Et le client, il n'en revenait pas parce que son concept, il était sur un vert fluorescent.
C'était ça le concept. J'ai dit, bon, ok, tu as visé droit au milieu de ce qu'on avait envie de faire, et puis on a gagné le projet à la fin. Mais voilà, ce sont ce genre de choses, au fait, qui m'ont donné confiance, qui m'ont confirmé à moi que voilà, j'arrive à faire des choses qui plaisent, qui sont peut-être même aussi différentes de ce qu'on a l'habitude de sentir. Et ainsi de suite, voilà, au fil des années, voilà, on est plus rassuré dans ce qu'on fait. Et c'est comme ça aussi qu'éventuellement, on peut développer un peu une certaine signature qui est basée, pour moi, un peu sur cette confiance aussi qu'on a besoin d'établir. À la même époque, il y a cette création pour Guerlain, Precious Heart. Ah oui. Vous pouvez nous en parler? Ah oui, bien sûr. J'étais aux anges, une grande marque comme Guerlain, un jeune Allemand à New York qui crée un parfum pour Guerlain. Bon, c'était pas le grand lancement, c'était un travel retail. Hein, donc, il faisait à l'époque les éditions pour les magasins duty free dans les aéroports. Et donc Maurice, il avait une relation privilégiée avec Sylvaine Delacour chez Guerlain. Et donc voilà, moi, le petit jeune à côté, j'en profitais un peu de cette relation. Donc on me faisait aussi travailler un peu mes petites notes à côté quand Maurice, il travaillait les grands parfums, les grands projets. Mais pour moi, c'était absolument génial. Et donc voilà, j'ai montré cette note un peu florale à Sylvaine, et ça a plu et c'est devenu le Precious Heart. C'est un floral blanc, mais il faut savoir quand même que surtout en Europe, les floraux blancs, un peu tubéreuses, gardénias, c'était pas forcément les plus appréciés. C'était un peu, je dirais même un peu la parfumerie américaine de l'époque, hein, avec les gens comme Beautiful. Après, il y avait eu les Marc Jacobs, les Michael Kors, donc c'est des grands floraux blancs. Mais le mien, il était un peu plus faceté. Donc je pense que c'est comme ça que ça passait, ça a plu. Et franchement, voilà, à mon jeune âge, à l'époque, j'étais très fier d'avoir fait un parfum pour Guerlain, qui est ensuite suivi par un parfum pour Dior, hein, parce qu'il y avait aussi le I Love Dior. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais ça aussi, et d'ailleurs, c'était quand même un petit succès à l'époque. Hein. Bon, même pareil, c'était pour le travel retail, hein. C'était donc pour les duty free, mais il y avait ce packaging avec un peu de jean. C'était moderne, c'était jeune à l'époque pour Dior, et voilà, j'en étais très content de pouvoir travailler pour des grandes marques françaises de prestige et avoir mes premiers petits succès. Et ce Dior, quelle facette vous lui avez donné? Alors là, c'était un bouquet floral. C'était un peu, je dirais, muguet, jasmin, rose, hein, un peu classique, avec une note. On a passé beaucoup de temps. Le parfum, ça s'appelait Irradiant. C'était voilà, le nom interne du parfum. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui brille, qui pétille, qui a beaucoup d'énergie, qui est vraiment frais et vibrant. Voilà. On parlait justement, on a commencé à évoquer la notion de signature, de griffe. Aujourd'hui, comment est-ce que vous décrivez votre style? Franchement, cette question-là, c'est mieux de la poser à l'équipe d'évaluation, parce que je crois que vraiment, elles pourront vous dire encore mieux. En fait, la signature, elle est déterminée par, numéro un peu les ingrédients fétiches, c'est-à-dire les ingrédients que j'adore et que j'aime bien utiliser, réutiliser, remettre dans des nouveaux contextes. Donc là-dedans, par exemple, il y a des notes ambrées, il y a des notes irisées, il y a des notes florales. Les bois, les parfums très texturés. De plus en plus, j'aime bien, au fait, travailler les parfums un peu par le fond, parce que je trouve que même si on dit toujours ce qui compte, c'est les 10 premières secondes pour séduire un client, consommateur, quelque part, ce qui reste, c'est le fond du parfum. Donc, j'aime bien construire par le fond, par les notes de fond, de trouver des accords addictifs, qu'on a envie de revenir dessus. Donc voilà, il y a les bois, les ambres, les iris, et puis les notes florales un peu influencées par
les origines de ma femme, qui est la Polynésie française. Donc là, on parle d'un univers de frangipanier, ylang, jasmin, gardénia, la tiare, bien sûr. Donc ça aussi, j'ai appris à aimer ce genre de notes. La fleur de tiare qui, d'ailleurs, a inspiré l'une de vos premières créations. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'était, encore une fois, voilà, un peu on va dire, peut-être, probablement, un des premiers parfums fine, prestige que j'ai pu développer. C'était avec Sylvie de Chantecaille, donc une femme qui était longtemps chez Estée Lauder, à New York, française d'origine, et qui a décidé de lancer sa marque. Et par un de nos commerciaux chez Arman & Reimer à l'époque, on a pu faire connaissance et elle aimait bien l'idée que voilà, j'avais une femme polynésienne et que je connaissais la tiare. Elle avait envie de lancer des parfums basés sur des fleurs. Donc à l'époque, elle avait travaillé avec Annie Busantian. Et puis du coup, elle s'intéressait à mon histoire de tiare. Donc j'ai dit voilà, on a fait un headspace, on a fait une analyse et j'ai toujours rêvé de faire un parfum à la tiare parce qu'à Tahiti, les parfums à tiare, c'était pas très élégant, pas très qualitatif, on va dire. C'était un peu voilà, du mass market. Donc mon idée était toujours de faire un parfum de tiare de qualité qui fait vraiment parfumerie fine, prestige. Donc on l'a fait avec Sylvie de Chantecaille. Et cette fleur de tiare que vous avez donc composée ou en tout cas mise en valeur, elle était mise en valeur de quelle manière? Voilà, quelle facette ressortait? Alors, c'était, on va dire, assez direct. C'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de construire tout le parfum autour de la tiare. Donc, il y avait quelques éléments. Il y avait un peu d'héliotrope, un peu de vanille, peut-être un peu de notes fruitées, mais vraiment pas beaucoup. Mais c'était vraiment la fleur de tiare au centre du parfum, où il y avait juste assez, peut-être j'ai mis un peu de musc, histoire d'avoir une espèce de structure qui fasse parfum, pour que ça fasse pas trop brut, fleur crue. Donc j'ai juste trouvé une espèce d'accompagnement pour apporter du confort, en fait, c'était ça. Un peu un nid de confort avec des fleurs de tiare au-dessus. Alors Franck, en 2005, c'est l'arrivée chez Firmenich. Et là, vous devenez en quelque sorte multi-registre. Vous composez pour beaucoup plus de marché qu'avant. Ça a vraiment changé de registre, c'est vrai. Mon champ d'activité s'est vachement étendu. Et au début, c'était presque, ouais, je dirais, c'était intimidant. Aussi, j'étais tellement tenté de tout d'un coup être exposé à des marques, à des projets que j'avais jamais vus de ma vie avant. Donc c'était vraiment un moment extraordinaire. J'ai dû quand même apprendre pendant la première année aussi de temps en temps de dire non quand on me proposait des nouveaux projets parce que j'arrivais pas à suivre. Hein, et voilà, j'avais pas encore l'expérience que peut-être je peux avoir aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, j'ai dû apprendre à vraiment être un peu plus sélectif, mais en même temps, j'ai trouvé des relations et des clients, des projets qui m'ont vraiment marqué, qui aussi ont marqué ma carrière par la suite. Et ce qui était assez génial aussi, c'est que au fait, mon champ de travail est devenu beaucoup plus international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis basé à New York, mais je me sens aussi connecté avec l'Europe, Paris, le Moyen-Orient, l'Asie, la Chine, même l'Inde et l'Amérique latine. Hein. Donc j'ai commencé à voyager au Brésil, j'ai partagé beaucoup de choses avec les équipes là-bas. J'ai pu visiter un peu toute la région, entre la Colombie, le Mexique, le Pérou, l'Argentine. Voilà, tout d'un coup, ça s'est vraiment ouvert et c'était vachement intéressant parce qu'au fait, c'était extrêmement enrichissant. Encore une fois, pour moi, le contact humain, c'est vraiment essentiel. Rencontrer les gens, rencontrer les clients sur place, dans les régions, mais aussi rencontrer les consommateurs dans les différentes régions. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Aussi, comment les consommateurs, consommatrices dans les différentes régions perçoivent le parfum et surtout quel rôle il joue dans leur vie, dans leur quotidien.
Donc, je trouve ça vraiment essentiel pour créer pour les différents marchés, d'avoir rencontré toutes ces populations différentes. Dans votre parcours chez Firmenich, il y a quand même une étape qui est très importante, essentielle. On sait que vous êtes quelqu'un de très discret, mais quand même, le labo et ce fameux Santal 33. J'ai retrouvé cette citation du New York Times qui a dit à une époque « c'est le parfum qu'on sent partout ». Oui, alors c'est intéressant parce que votre phrase du New York Times, parce que par exemple, moi quand je suis arrivé aux États-Unis, à New York, ça sentait CK1 et Pleasures. Et c'était les grands parfums de Firmenich de l'époque, créés par Alberto Moya, Harry Frémont, Annie Busantian. Donc c'était vraiment marqué, c'était ça. Et j'aurais jamais imaginé qu'un jour on sente à New York un parfum Café Franck, qui venait de nulle part. Et donc c'est sûr que ça m'a touché, ça me touche encore aujourd'hui, de voir qu'on puisse apporter du plaisir à autant de gens et que ce soit aussi universel, que ça crée cet effet-là. C'est sûr qu'en termes de reward, ça m'apporte beaucoup de reconnaissance. Voilà, il y a ce following pour Santal. Mais aussi, je trouve que la relation avec Fabrice Penaud et aussi Eddie Rochi, les fondateurs du labo, c'était aussi extrêmement enrichissant parce qu'ils avaient une vision un peu différente. Ils venaient de L'Oréal et ils avaient commencé à avoir des idées. Ils ont appris leur métier, entre autres aussi. Eddie, il était chez Firmenich, au fait, et Fabrice, il était chez Symrise. C'est là d'ailleurs qu'on s'est rencontrés à l'époque. Et on a vraiment pu établir une relation de confiance absolue qui est vraiment important. Et vous savez, à la fin, pour faire un grand parfum, il faut quelqu'un qui soit prêt à le mettre dans la bouteille. Donc, moi, je peux faire les plus belles notes de la planète, mais si personne ne veut les lancer, ça arrivera nulle part. Donc, je pense que c'est important de toujours aussi se dire, que en tant que parfumeur, on n'est jamais tout seul. D'ailleurs, on a rencontré Delphine, évaluatrice, et il y a toute une équipe d'évaluateurs aussi chez nous, avec qui je travaille, avec qui je partage ma passion et qui sont là pour accompagner le développement. C'est très important. Mais après aussi, le client qui doit être prêt à suivre ma vision ou même donner sa vision pour que je l'accompagne et pour aller jusqu'au bout sur une idée forte. Et on a beaucoup pu faire ça ensemble avec le labo. Et la confiance a été telle qu'il y a eu plusieurs créations pour le labo. On peut peut-être les citer et puis... Oui, après il y a eu des suites, il y avait eu le thé noir, il y a le thé matcha, il y avait les exclusifs pour les différentes villes. C'est sûr que c'est un voyage qui continue d'ailleurs, je continue à travailler avec Déborah Royer aujourd'hui, qui dirige le labo à New York, enfin le labo global bien sûr. Donc quelque part le voyage, il a changé un petit peu, mais il continue et j'en suis très content parce que, encore une fois, c'est enrichissant. Et pour un parfumeur, quelque part, c'est aussi, c'est un cadeau de recevoir la confiance de clients qui vous donne l'opportunité, de vous exprimer olfactivement dans les univers qui n'ont peut-être pas encore été explorés, qui sont prêts à suivre et donc ça, j'en suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu cette expérience. Je l'ai aussi avec d'autres marques, mais c'était quand même un playground pour vraiment m'exprimer. Je voulais qu'on aborde la manière de créer, le processus créatif. En ce qui vous concerne, comment ça se passe quand il y a un brief qui arrive? Le brief est là, mais la page, elle est blanche. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des rituels, des routines pour commencer à créer? Oui, alors, bonne question. Et je dois dire que quelque part, le processus de création, pour moi, il a évolué au fil des années. C'est-à-dire que
ce que j'ai eu l'habitude de faire dans le passé, comment je fais ça aujourd'hui, ça, je pense vraiment que ça a changé, ça a évolué. Au fait, ce que j'ai dû apprendre et admettre surtout à moi-même, c'est que on ne peut pas forcer les idées. Il y a cette expression anglaise pour les écrivains, le writer's block, hein, le blocage créatif. Je ressens pas forcément un blocage créatif dans mon travail, mais je dois avouer que pour moi, dans tout le processus de création, en fait, le plus important, c'est la réflexion. La réflexion au départ. C'est-à-dire que quand je reçois un brief où on me parle d'une nouvelle idée, il faut vraiment que ça macère un peu dans mon cerveau et que je réfléchisse et que je trouve des petits moments de déclic. Et je dis que ça a changé parce que dans le passé, au fait, même si j'avais pas encore eu le vrai déclic qui m'a vraiment donné l'idée, le point de différence ou le départ pour ma création, je commençais à faire des choses. Je commençais à formuler, je commençais à faire des petits accords et je me rends compte aujourd'hui que j'ai probablement perdu beaucoup de temps et vraiment gaspillé un peu mon temps en travaillant des notes sur lesquelles l'idée n'était pas bien définie. Donc ça m'arrive aujourd'hui et d'ailleurs les équipes d'évaluation ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Je leur dis, écoutez, voilà, on me demande, voilà, est-ce que Franck, tu as démarré là-dessus? Est-ce que tu as fait quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai à dire, oh, malheureusement, écoute, non, mais c'est en train d'arriver, ça va arriver. Et au fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, une fois que l'idée, elle est là, elle est claire dans ma tête, à ce moment-là, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Parce qu'une fois, pour moi, l'idée, elle est définie dans ma tête de ce que j'ai envie de faire, un choix de certains ingrédients ou peut-être parfois un ingrédient clé que je vais mettre dans un contexte ou réinventer. Une fois que ça, c'est clair, ça peut aller très, très vite. Par contre, si l'idée n'est pas là, l'idée n'est pas claire, là, je peux potentiellement tourner en rond sans vraiment avancer. Et quand vous tournez en rond comme ça, et ça peut donc être même au bureau, sur vos heures de présence, vous faites quoi? Vous dessinez, vous écrivez, comment ça se passe en fait quand on est un peu dans cette phase c'est une sorte de passivité finalement, quand on laisse mûrir? Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, j'ai vraiment pas trop le temps pour dessiner, honnêtement. Par contre, oui, ce qui se passe, c'est que on travaille beaucoup de projets en parallèle. Et quelque part, parfois, ça peut être un peu trop, mais quelque part, c'est une bonne chose. Hein, parce qu'au fait, quand on est lancé sur une idée, ça, généralement, voilà, les idées pour évoluer le thème et pour continuer, ça vient tout seul. Donc, au fait, ce que je fais plutôt, c'est de mettre de côté un projet par rapport à un autre. Et je me penche dessus quand vraiment l'idée, elle est là. Donc, après, je fonce, je lance. C'est vraiment très très rare que j'ai des moments où je m'ennuie. Pour être honnête, ça n'arrive pratiquement jamais. Mais voilà. Et est-ce que le brief qui vous est donné, est-ce qu'avec ce brief, vous faites des connexions avec, par exemple, une musique, avec un lieu, avec une émotion, avec une couleur? Qu'est-ce qui vient alimenter finalement votre processus créatif? Comment dire en anglais? The sky is the limit. Donc, il y a vraiment tellement de sources d'inspiration. En fait, je trouve qu'en tant que parfumeur, c'est un peu, voilà, on s'inspire tous les jours, à tout moment, un peu partout. Au point où, voilà, c'est bien de se coucher le soir et voilà, d'arrêter un peu la machine parce que le cerveau, il travaille constamment. On sent, ça peut être dans la rue, ça peut aussi m'arriver de sentir un parfum sur une personne ou qui me donne une idée. Et que je dis, tiens, voilà, j'avais pas pensé à ça, et si on mettait ça et ça ensemble, ça peut donner ça. Et ça peut être une musique, ça peut être une image, ça peut être un endroit, ça peut être une personne. Clairement, quand je passe du temps en Polynésie pendant les vacances, ça me donne des idées.
Mais ça peut être aussi une ville, hein. Ça peut être aussi un séjour à Shanghai et une ville qui est immense, mais qui bouge constamment. Mais surtout des ingrédients aussi, je dois dire. Des naturels, des molécules, voilà, ça, des nouvelles technologies. Mais je trouve que de façon générale, c'est vraiment... quand on prend quelque chose d'existant et on le met dans un contexte un peu nouveau, inattendu, j'aime beaucoup faire ça. Il y a des exemples comme ça qui vous viennent de situations que vous avez peut-être débloquées? Oui. Par exemple, j'étais ce matin là pour un lancement pour une collection pour Lancôme, les Absolus de Lancôme qui vont lancer là. Et au fait, le thème, c'était, il y a 11 parfums qui vont sortir, donc il y a 11 parfumeurs qui ont été briefés pour donner leur vision sur la rose. Et je trouve que c'est un bon exemple parce que bon, la rose, justement, c'est... Voilà, tout le monde connaît la rose. Est-ce que vraiment tout le monde sait que ça sent un absolu de rose? Je suis pas sûr parce que c'est très différent de la rose de la fleur fraîche. En tout cas, bref, voilà, on a été briefé sur la rose et il fallait prendre cette rose et la mettre dans un nouveau contexte. Donc, c'était amusant et voilà, moi je l'ai mis dans un contexte un peu de contraste. Alors les volutes de fumée, il y a du gaillac, il y a du thé noir. C'est pas une rose à laquelle on s'attendrait. Rose, voilà, c'est une rose très contrastée qui a beaucoup de lumière en tête, avec des hespéridés, de la bergamote, de l'ange bégara, de la cardamome, et qui ensuite évolue contre quelque chose un peu mystérieux, très sensuel, presque un peu sombre, avec ce fond gaillac. Et ça, vous l'avez puisé, vous arrivez à savoir d'où vous est venue cette manière de la mettre en scène, cette rose? J'essaye toujours, au fait, d'être moderne, enfin, dans ma parfumerie. C'est-à-dire, bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour tout ce qui est classique. Donc, au fait, là, c'était vraiment comment on peut moderniser l'idée de la rose. Et justement, voilà, est-ce qu'on peut la sortir du jardin de la rose et la mettre dans un univers qui est complètement inattendu. Par exemple, j'en parlais ce matin, un aspect de la rose qui sont les épines. On n'y pense pas trop, mais en fait, c'est quand même une rose qui est très belle. C'est la reine des fleurs en parfumerie, elle est iconique. Tout le monde l'aime, mais bon, elle a quand même des épines aussi, donc elle fait mal si on se trompe, si on la tient pas bien. Donc voilà, c'est peut-être un peu ça qui m'a donné l'idée de... C'est pas que j'ai envie de faire mal avec mon parfum, évidemment, mais c'est plutôt d'apporter ce côté peut-être un peu dangereux où il faut se méfier. C'était peut-être ça. Quand on parle de parfumerie, on parle souvent de développement durable, ou encore de upcycling. Moi, je voulais vous demander, quand on est parfumeur, est-ce qu'on est obligatoirement engagé? Non, on n'est pas obligé d'être engagé, pas du tout. C'est un choix. Mais pour moi, je dois dire que je travaille quand même pas mal aussi avec nos équipes de naturels. On a un programme qui s'appelle les Naturals Together. Donc, c'est un programme qui rassemble tous nos fournisseurs de naturels. Et on a fait des films, on a fait des tournages. J'ai eu l'opportunité d'aller au Guatemala, justement pour visiter nos récoltes de cardamome, parce que c'est la graine de cardamome qui est produite là-bas. Donc on a un joint venture avec Nedixia, une société qui est sur place, vraiment passionnant, et qui, ensemble avec les familles du Guatemala, qui cultive la cardamome, qui l'extrait pour faire les essences, un extrait de CO2 également. Et quand je suis allé là-bas, on a visité dans la montagne un petit village où vraiment toute la communauté, elle vit de la graine de cardamome. Donc c'est presque comme la monnaie locale pour eux. Et donc, ils étaient très contents de nous recevoir de façon vraiment chaleureuse. Et au fait,
je dois dire que ça m'a tellement marqué. J'aimais déjà utiliser la cardamome, mais qu'aujourd'hui, j'utilise la cardamome vraiment parce que je sais que ça nourrit des familles au Guatemala. Et elles vivent de ça. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est un engagement que j'ai choisi. La durabilité, évidemment, c'est important. D'ailleurs, je trouve que les molécules qui généralement sont beaucoup plus durables, on a les ingrédients biotech, c'est vraiment quelque chose qu'on a lancé bien en avant de la compétition. Et j'en suis vraiment très fier parce que je vois aussi que c'est le futur. Il faut qu'on respecte la nature, qu'on respecte l'environnement. Et je trouve ce qui est assez génial avec ça, c'est qu'en plus de ça, ça nous donne des nouvelles portes ouvertes en termes d'espace olfactif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment explorer, innover aussi par des nouveaux ingrédients qui en plus sont durables. Donc c'est un peu un win-win pour moi. Au sein de Firmenich, vous faites partie du NIST, N-I-S-T. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est le New Ingredient Steering Team qui a été créé il y a quelques années. On est une petite dizaine de parfumeurs dans ce comité, un peu de tous les domaines, de toutes les régions. Et franchement, ça m'a vraiment fait très plaisir de pouvoir participer là-dedans parce que le but, c'est vraiment de trouver ce qui peuvent être les besoins des parfumeurs pour le futur. Chez Firmenich, DSM Firmenich aujourd'hui. Donc, on développe avec les équipes de la recherche. Et vous savez, on en a une grande équipe à Genève, dans la maison mère, presque une centaine de scientifiques qui sont pour moi aussi des créateurs parce qu'ils créent des nouvelles molécules. Et donc, avec eux, ensemble, on développe les stratégies pour trouver un peu les ingrédients du futur. Parce que, bien sûr, on recherche à innover, mais il y a aussi les restrictions qui font que peut-être un ingrédient qu'on avait l'habitude d'utiliser régulièrement va disparaître. Il faut le remplacer un jour. Donc, ça me fait vraiment très plaisir de participer là-dedans. Ce qu'il y a aussi, ce qu'on oublie parfois, donc non seulement il y a le critère de la durabilité, mais je trouve que justement entre les naturels et les molécules, pour moi, ils jouent un rôle assez différent dans les formules. Donc je suis vraiment convaincu qu'on a besoin des deux. On a besoin de la richesse et de la complexité des naturels. Parfois, j'aime comparer un peu comme un peintre qui a le pinceau très large, qui amène vraiment des textures assez prononcées. Pour moi, ça, c'est un peu l'équivalent du naturel. Et puis après, on a aussi une ligne très fine, très exacte, où on a vraiment envie d'apporter une note très très précise, très linéaire au parfum, qui peut donner de la performance ou qui apporte juste un élément du jasmin ou de la rose ou de la note boisée qu'on a envie d'apporter. Donc je trouve ça assez intéressant de cette coexistence de naturel avec les molécules, et j'aimerais bien que aussi les consommateurs se rendent compte qu'il n'y a pas que le naturel qui est bien et meilleur, et qu'il y a les molécules qui sont un peu, entre guillemets, mauvais, parce qu'on a besoin des deux. Je les considère vraiment au niveau égal dans mes créations. Franck, on arrive à la fin de cet entretien. Quand on a préparé cette émission en visioconférence, vous étiez à New York, et je vous ai dit, si c'est possible, apportez peut-être un objet qui vous accompagne au quotidien. Est-ce que vous y avez pensé ? Ah ouais, attendez, parce que je l'ai là. Faudra que vous m'aidiez avec la traduction, mais nous on appelle ça un dream catcher. En fait, ça vient un peu de la culture des Indiens, des Native Americans. Un attrape-rêve, on va dire. Un attrape-rêve, voilà, c'est ça. Donc il est là, c'est un petit. Donc il y a un petit filet, un peu comme une toile d'araignée avec un petit trou au milieu. On me l'avait offert, c'est un parfumeur à New York qui était voisin de bureau, Ron Winograd d'ailleurs, qui m'a offert ça. Et je l'ai depuis dans mon bureau. Et
je trouve que voilà, ça m'enlève les mauvaises ondes, les mauvaises pensées. N'oubliez pas quand même que la parfumerie, c'est un métier assez dur, c'est compétitif. On peut dire que peut-être sur tous les projets qu'on travaille, il y a peut-être 10% qui aboutit et 90% qui part un peu comme ça. Donc il faut avoir la peau épaisse, il faut être aussi capable de surmonter des petites crises, des petits drames, des situations difficiles. Et donc je pense que le Dream Capture, ça m'aide bien à garder, de rester zen, de garder mon équilibre émotionnel, parce qu'il faut aussi être engagé émotionnellement dans la création. Donc ça, je l'ai avec moi et il m'accompagne bien, il me garde de la bonne humeur tous les jours. Il permet de faire de bonnes interviews. Il permet de faire des bonnes interviews. Merci Franck. Merci à vous pour cette interview. J'étais ravi. Merci. Vous venez d'écouter un podcast by Né. Retrouvez cette émission sur podcast.byné.com et sur les plateformes habituelles.